André Gortz écrit ceci: « L'intégration fonctionnelle des individus va exclure leur intégration sociale. » Il note que, ce qui n'est en soi pas très original, que le travail divisé perd son sens. Quand il est simplifié à l'extrême, parcellisé, il est évident qu'il ne permet plus à l'individualité du travailleur de s'exprimer, qu'il ne permet plus à celui-ci de se réaliser dans son travail, puisque ce travail ne permet plus de nourrir l'estime de soi. Il a alors besoin de compensation. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra trouver que les compensations que le travail peut lui offrir, c'est-à-dire celles qu'il peut acheter avec l'argent que celui-ci lui permet de gagner, à savoir des biens de consommation. La difficulté étant que la logique de la consommation est une logique de l'appropriation qui invite à un repli sur la sphère privée, et donc qui produit ce que l'on a coutume d'appeler un dépérissement du politique, les individus se désintéressant de la sphère publique. Alors parallèlement, cela va ensemble, la politique se professionnalise alors, les luttes politiques tendent à se réduire à des luttes pour la possession et la conservation du pouvoir, les électeurs tenus pour incapables de déterminer l'intérêt général ne sont consultés plus que comme des clients auxquels il faut témoigner de sa proximité en confortant leurs intérêts les plus individuels. Bref, pour dire les choses simplement, la politique remplace le politique, à savoir le souci du bien commun. Alors on trouve là, il faut l'avouer, des difficultés dont Tocqueville s'inquiétait déjà dans De la démocratie en Amérique. Mais l'originalité d'André Gortz est d'ajouter quelque chose à cela, c'est-à-dire de souligner le caractère insurmontable de la difficulté. Pour André Gortz, l'autogestion ne changerait rien au problème. C'est-à-dire qu'il montre, il invite à considérer le fait que la division du travail est si complexe qu'elle ne peut nourrir l'expérience vécue de la coopération en vue d'un bien commun. C'est-à-dire que l'organisation du travail ne peut venir que d'un point de vue extérieur, surplombant, ce qu'on appelle la planification, surplombant, qui ne correspond pas à l'expérience du travailleur lui-même. Alors si on s'en tient là, bien sûr, il ne s'agit pas d'en conclure à l'absurdité de l'État social. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais à l'absurdité peut-être de le fonder sur la valeur du travail. Et l'on pourrait même craindre que la valorisation du travail possède une dimension idéologique, justifier le refus d'une véritable démocratie. La fin annoncée du travail pourrait alors se transformer en bonne nouvelle politique. De quoi ai-je parlé depuis le début de cette intervention en parlant du travail? Alors je l'ai dit, mais je le reprends, j'ai considéré le travail comme une activité de production de biens et de services utiles, car pouvant s'échanger sur un marché, c'est-à-dire comme une activité de production excédant le domaine privé. Mais n'est-ce pas là, même si elle est commune, une définition restrictive du travail? Et n'est-ce pas le fond du problème? La valorisation de la division du travail n'est-elle pas complice de l'occultation d'une grande partie de celui-ci, et ainsi des petites mains qu'il effectue, favorisant ainsi les inégalités et l'exclusion sociale? Alors c'est ce qu'il est possible d'avancer assez simplement, en partant d'un constat assez simple, c'est que cette définition commune du travail, comme activité de production, je le répète encore, s'exerçant en dehors de la sphère privée, conduit à dévaloriser les tâches domestiques. Ces tâches laborieuses, répétées jour après jour, consacrées à l'entretien de la vie et du monde qui est le nôtre. Ces tâches ayant été d'ailleurs majoritairement confiées aux femmes, on peut d'ailleurs se demander si les discours qui annoncent la fin du travail ne sont pas l'ultime aboutissement de la domination masculine. Plus largement, sans se tenir à cela, la définition communément admise du travail conduit à dévaloriser le labeur au profit de la productivité. Le labeur en général, qu'il soit celui des femmes ou non, bien sûr. Donc, finalement, ce n'est pas la grande main du marché qui reste invisible, mais les petites mains laborieuses qui effectuent ces activités pénibles.
Il y a sur ce point une continuité étonnante entre l'Antiquité et la modernité, qu'on a tendance à opposer sur la question du travail. Même si la seconde, la modernité, a donné au travail ses lettres de noblesse, elle l'a fait en le distinguant de ce qui conduisait cette dévalorisation, justement, en le distinguant du labeur. Et l'on pourrait dire qu'au fond, ce n'est pas vraiment le travail dans toute sa difficulté qui a été consacré comme le ciment du lien social, et que c'est précisément pour cela qu'il échoue à l'être vraiment. Cependant, cela ne signifie pas que pour faire véritablement du travail le ciment du lien social, il faudrait revaloriser les tâches laborieuses, en leur donnant enfin à toutes un caractère marchand. Non pas parce qu'il y aurait là un problème éthique, mais parce qu'une telle marchandisation se nourrit d'inégalités. En effet, nous explique André Gortz, soit le temps gagné par ceux qui délèguent de telles tâches laborieuses est du temps de loisir, soit la délégation signifie que pour une durée équivalente, leur travail leur rapporte plus que ce que leur coûte le fait de confier à d'autres ces tâches qu'ils auraient été parfaitement capables de faire eux-mêmes. Le travail proposé n'est alors rien d'autre qu'un travail servile, et le développement des services à la personne s'inscrit, il faut bien le reconnaître, dans un contexte d'inégalité croissante, où une partie de la population accapare les activités bien rémunérées et contraint une autre au rôle de serviteur. Gortz va jusqu'à parler de sud-africanisation de la société.